Good Morning Business. Le débat. Et on va revenir ce matin sur l'effondrement des investissements étrangers dans le monde. Nicolas Dos, est-ce qu'ils sont tous allés vers la Chine ? Alors, ils sont tous allés effectivement vers les pays en développement, principalement la Chine et l'Inde, et c'est là où ça progresse. Alors je sais que Jean-Marc Dallet va nous dire que c'est une bonne nouvelle, s'il y a moins d'investissements directs étrangers sur notre territoire, ça veut dire qu'on n'aura pas à verser des montagnes et des montagnes de dividendes à ces investisseurs pour payer leur retraite à l'avenir. En attendant, quand on regarde les chiffres, ils sont quand même très impressionnants, parce qu'on a fait quoi, 859 milliards de dollars de flux, si vous voulez. C'est moins 42%. Moins 42%. Par rapport à l'année d'avant. C'est 1500 milliards en 2019. Moi, personnellement, j'y vois quand même globalement plutôt une mauvaise nouvelle. Autre chiffre impressionnant, c'est ces investissements directs étrangers, donc ils sont tombés en dessous de 860 milliards, ils sont 30% en dessous de l'année 2009, qui était quand même une année compliquée, année de période de crise financière. C'est ce que fait remarquer les Nations Unies qui sont à l'origine de ces chiffres, c'est qu'on est en dessous du niveau de 2009. On est très en dessous du niveau de 2009. On est retombé à un niveau de 1990. Et alors, en plus, les perspectives 2021, elles sont pas très bonnes. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que on est quand même devant un ralentissement qui est vraiment très violent. Alors, très mondial, mais évidemment, le recul de 42%, c'est 70% pour les économies développées. Et puis, certains pays sont dans le vert encore aujourd'hui. Mais on a un peu l'impression, en tout cas, c'est un chiffre qui peut alimenter ceux qui véhiculent la thèse de la mondialisation qui sera arrivée à la fin de son âge d'or, si vous voulez. On rentrerait dans un monde d'après, alors sans excès de langage sur l'histoire du monde d'après. Mais automatiquement, si on a des replis, et notamment des replis sur soi parfois, aussi violents, c'est que la croissance future est quand même entachée. Alors après, il reste effectivement des perspectives, et les perspectives, elles sont dans les pays en voie de développement, et notamment dans certains pays d'Afrique, qui offrent de très larges diversifications sur des technologies, notamment les technologies de la voiture électrique, ou alors également dans le domaine pharmaceutique, avec souvent des zones économiques très spéciales ou des zones franches, comme il en existe notamment en Éthiopie. Et là, on voit qu'il y a une dynamique d'investissement. Mais sont quand même des chiffres qui, une fois de plus, ajoutent un élément de prise de conscience de l'ultra-violence de ce qu'on est en train de traverser. Jean-Marc Daniel, j'ai parfois du mal à comprendre pourquoi vous vous réjouissez effectivement de la diminution des investissements étrangers. Alors, j'ai bien compris que c'est moins de dividendes, mais... Je ne m'en réjouis pas du tout. En revanche, je pense qu'un pays, vis-à-vis de sa situation économique, doit être un émetteur d'investissement ou un récepteur d'investissement. Donc, je n'arrête pas de dire que les pays qui sont à la frontière technologique et qui sont des pays vieux, l'Allemagne, le Japon, la France, doivent être émetteurs. On doit investir à l'étranger. Or, c'est le contraire qui se passe. Et c'est le contraire qui se passe. Et donc, pour l'Allemagne et le Japon, c'est ce qui se passe. Pour la France, c'est le contraire. On a véritablement une politique qui est une politique de sacrifice de la génération future. Bon, en face de ça, il y a des pays jeunes, et donc ces pays jeunes qui ne sont pas à la frontière technologique doivent accueillir énormément d'investissements à l'étranger, et c'est ça qui est inquiétant dans ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que l'Afrique, qui est l'endroit où est la jeunesse, accueille très peu d'investissements, a été la plus touchée par la baisse des investissements directs à l'étranger, et donc le vrai problème, il est là. C'est le fait que les investissements ont reculé en Afrique, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont maintenus en Inde. La nouvelle intermédiaire, c'est qu'ils continuent à aller vers la Chine. Or, la Chine est un pays vieux. La Chine n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, un pays qui est en train d'acheter le monde. C'est la Chine qui, pour la première fois, attire plus d'investissements étrangers que les États-Unis. Absolument. Mais ça fait un certain temps que la Chine est un lieu d'accueil d'investissements à l'étranger. Elle ne s'est développée que par l'apport de technologies venues grâce à ces investissements à l'étranger. Or, la Chine est un pays vieux. Le véritable enjeu de la Chine, c'est est-ce qu'elle sera riche avant d'être vieille. Et je pense qu'un des enjeux, et les dirigeants chinois en ont conscience, à la différence de tous les sino-béats qui n'arrêtent pas de nous dire la Chine va conquérir le monde, les dirigeants chinois ont conscience que le véritable problème de la Chine, c'est d'avoir un taux de croissance et un niveau de développement suffisamment soutenu, notamment par l'apport de technologies étrangères, pour pouvoir digérer le vieillissement de sa population et son exode rural. L'Inde est dans une situation un peu différente parce que l'Inde est encore un pays jeune, et je pense que le véritable enjeu dans ces investissements à l'étranger, c'est que les pays vieux comme la France émettent des investissements et qu'on retourne vers l'Afrique. Pour faire dans le simple, je pense qu'au Mali, il vaut mieux envoyer des entrepreneurs et des usines que des soldats. C'est le pays le plus jeune du monde, le Mali, et je pense que l'avenir du Mali est porté effectivement par son développement économique.
Nicolas, est-ce que cet effondrement généralisé comme de l'investissement, même s'il y a une réallocation, s'il y a une tectonique des plaques, comme on dit, qui est un peu différente, est-ce que ça va durer effectivement sur l'année prochaine et quand est-ce qu'on retrouvera un niveau normal? Le niveau normal, on le retrouvera pas dans la mesure où on aura perdu de la croissance qu'on ne comblera pas. Quand on dit retrouver un niveau normal, ça ne veut pas dire que les 18 mois ou les 24 mois pendant lesquels vous n'aviez pas ce niveau normal, à la fin vous avez réussi à tout rattraper. Il y a quand même des choses qui ne... Enfin, c'est toujours l'histoire de la nuit d'hôtel qui n'est pas vendue, elle n'est pas vendue, elle ne sera jamais vendue, elle est définitivement perdue. Il y a des éléments qui vont tirer un petit peu l'activité, probablement un petit peu d'activité en fusion-acquisition dans le domaine de la pharmacie, probablement également un peu dans le domaine de la technologie, mais personne ne peut dire aujourd'hui si un retour à la normale, il est pour au mieux 2022 ou 2023. Et là où Jean-Marc a raison, c'est peut-être l'occasion pour nous de nous poser la question de savoir pourquoi on n'a pas la même stratégie que les autres pays qui vieillissent, le Canada, le Japon, l'Allemagne, la Suisse même. De la même manière, ce sont des pays qui placent leur argent pas cher, enfin qui placent leur argent en s'endettant à bon marché et qui, avec cet argent, investissent dans le reste du monde avec des rendements en capital. Hein. C'est pas du livret A de l'investissement, c'est du capital. Ils investissent en capital avec effectivement des dividendes qui leur permettent de payer leur retraite et nous, on voit bien qu'on les paye pas. Merci Nicolas et Jean-Marc.